Bonjour tout le monde. Bon, vous m'entendez? Oui. Oui, donc bonjour. Mon nom est Claudia Champagne. Je suis vice-doyenne à la recherche et aux études de troisième cycle de l'École de gestion et directrice administrative du Centre Lemaire. Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue à cette édition 2021 des grandes conférences du Centre Lemaire. Je salue tout spécialement les participants et participantes qui se joignent à nous en provenance des 3 colloques organisés par des chercheurs du Centre Lemaire en gestion responsable, soit le colloque 639 en santé organisationnelle organisé par Marie-Michel Gouin et François Courcy, le colloque 457 sur la finance responsable piloté par Hyacinthe Sommet et ses collègues du département de finances, de même que le colloque 439 sur les organisations responsables et durables qui est organisé par Sofiane Baba et Anne-Marie Corriveau. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Depuis sa création en 2018 à l'Université de Sherbrooke, le Centre Lemaire a pour mandat de promouvoir et de valoriser les pratiques de gestion socialement responsable dans les différents domaines que sont la gouvernance, la finance, le management, la gestion des ressources humaines, la comptabilité et la santé organisationnelle. Les grandes conférences du Centre Lemaire s'inscrivent dans cet esprit inclusif et ont pour objectif de nourrir la réflexion et d'alimenter les débats autour d'enjeux dans le domaine de la gestion responsable, en donnant la parole à des chercheurs et des praticiens reconnus pour l'importance de leur réalisation dans leur sphère d'activité. En 2019, pour la première édition des grandes conférences, nous avions eu le privilège de recevoir Mme Sophie Brochu, aujourd'hui PDG d'Hydro-Québec, et M. Christian Gollier, directeur de la Toulouse School of Economics, pour discuter des défis de la finance responsable. Cette année, c'est la santé organisationnelle qui est maintenant à l'honneur, à un moment où les impacts de la pandémie sur les travailleurs et travailleuses est source de préoccupations importantes. L'École de gestion est fière que le Centre Lemaire contribue à faire avancer les connaissances et à stimuler les échanges intellectuels sur ce qui est certainement l'un des défis importants de notre époque. Sans plus tarder, je cède donc maintenant la parole à l'animatrice de notre conférence d'aujourd'hui, la professeure France Saint-Hilaire. Merci Claudia. Bonjour à toutes et à tous. Je suis France Saint-Hilaire, je suis professeure titulaire en santé organisationnelle à l'École de gestion de l'Université de Sherbrooke et j'ai le grand plaisir d'animer la conférence, la grande conférence aujourd'hui avec vous. Je ne surprendrai personne en disant que les défis que nous avons connus dans la dernière année ont évidemment mis à rude épreuve la santé des travailleurs et des travailleuses, et ce partout dans le monde. Avec cette grande conférence, on a vraiment voulu mettre le projecteur sur la reconnaissance au travail, une composante cruciale de la santé organisationnelle. Et on peine encore aujourd'hui à mettre en pratique la reconnaissance dans nos différentes organisations. Donc, la grande conférence d'aujourd'hui vise vraiment à mieux comprendre la nature, mais surtout l'importance de la reconnaissance au travail et à identifier les meilleures pratiques pour la mettre en œuvre au quotidien dans nos milieux de travail. Et on a la chance d'avoir avec nous pour en parler une référence dans le domaine, M. Jean-Pierre Brun. Jean-Pierre Brun est professeur associé au département de management de la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Il est détenteur d'un doctorat en ergonomie et d'une maîtrise en sociologie du travail. Il a été le fondateur, mais également le titulaire de la chaire en gestion de la santé et sécurité du travail pendant près de 20 ans. De 2002 à 2006, il a aussi été le directeur du réseau de recherche en santé et sécurité du travail du Québec. En plus de la reconnaissance au travail, il s'intéresse à la santé mentale au travail, au harcèlement psychologique, au système de gestion de la prévention au travail et également de la prise en charge de la sécurité dans les PME. Il a publié plus de 25 articles scientifiques et il est l'auteur de 13 livres, dont Le pouvoir de la reconnaissance, écrit en collaboration avec Christophe Laval, qui s'est mérité le prix Reconnaissance RH du livre de l'année en 2019. Il est également l'auteur du livre Les 7 pièces manquantes du management, paru en 2008. Jean-Pierre Brun nous livrera aujourd'hui une conférence intitulée « La reconnaissance au travail, un facteur de la santé durable ».
Avant de donner la parole à M. Jean-Pierre Brun, la conférence durera environ 40 minutes et sera suivie d'une période d'échange et de questions avec l'ensemble des participantes et des participants. Prenez note que vos micros et caméras seront désactivés le temps de la présentation. Je vous signale que la conférence est présentement enregistrée, à l'exception de la période de discussion. N'hésitez surtout pas à poser les questions durant la présentation. Vous pouvez utiliser la boîte questions-réponses que vous allez voir apparaître au bas de votre écran. Et ça va vraiment nous faire un plaisir de répondre à vos questions à la suite de la présentation. Sur ce, je cède la parole à Jean-Pierre Brun. Merci, France. Merci, Claudia. Merci de l'invitation. Merci de votre présence aussi. C'est impressionnant qu'on entend une grande conférence. Je pense qu'on peut dire conférence tout court sur la reconnaissance et le lien, bien évidemment, avec la santé. Je pense que depuis le colloque, le début de ce colloque de l'ACFAS, certainement tout le monde a dû dire, dans le contexte où nous sommes, situation particulière, vie vraiment entre parenthèses. Donc, je vais vous faire l'économie de cette partie-là et plutôt insister sur deux éléments qui me semblent de plus en plus importants. C'est que, et vous l'avez certainement entendu aussi parce que c'est la semaine de la santé mentale et on ne cesse de dire qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Je pense que c'est un élément essentiel à prendre en considération. Et même, il y a un mouvement dans le monde où on va plus loin, on parle de One Health, une seule santé, incluant à la fois la santé humaine, la santé animale, la santé de la flore, la santé économique, la santé planétaire finalement. Et la dernière année nous a bien montré en effet qu'il n'y a qu'une seule santé. Une année qui a été particulière et qui a eu des impacts, bien sûr, sur les personnes. Puis on verra que même si des fois on peut être dans un peu un contexte où on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, mais on va voir que la reconnaissance au travail est en effet un vecteur important sur lequel on peut agir. C'est un levier qui est disponible dès maintenant. On n'a pas besoin d'attendre que toute cette situation-là se calme ou qu'il y ait un retour vers un nouveau normal, mais on va voir qu'on peut agir très concrètement sur cette dimension-là. Alors, je vais partager mon écran pour que vous puissiez bien voir ça. Donc, je vous ai perdu, je ne vois plus personne. Donc, vous me dites si vous voyez mon écran, juste prendre la parole pour me dire si on voit bien l'écran. On voit Tout bien. est beau. C'est beau? OK, oui. Parfait. Merci. Donc, en effet, 12, 13, 14 mois qui ont eu un impact important sur les gens au cours des derniers mois. Je pense que tout le monde a vu un peu que son niveau de détresse, d'anxiété a augmenté. Ça ne veut pas dire que les gens sont nécessairement en dépression ou en burn-out. Il faut bien comprendre que la détresse, c'est ce que j'appelle l'antichambre de la dépression. C'est ce qui se passe un peu avant. Non seulement ça a été dur au plan psychologique, mais malgré tout, la performance semble quand même au rendez-vous, autant en termes de qualité que de quantité de travail qui est réalisé pour accompagner de nombreuses organisations à l'heure actuelle, à part dans certains secteurs économiques comme la culture, le tourisme, où là, il y a bien évidemment une baisse très importante. Dans beaucoup de secteurs économiques, on a le sentiment que la performance est au rendez-vous. Ce qui ne veut pas dire que ça ne s'est pas fait avec un certain coût humain. Et d'ailleurs, Morneau-Shepell fait depuis le mois de mars dernier un index sur la santé mentale. Il le faisait déjà avant, mais c'est intéressant, ça permet de voir au plan longitudinal que depuis le mois de mars dernier, on a à peu près une baisse d'une dizaine de points de l'état de santé psychologique des Canadiens et des Canadiennes. Alors, on n'est pas soumis à ce qu'on appelle un stress post-traumatique, soudain, un événement, etc., mais on est dans une situation de stress chronique qui est là de manière importante et qui, ce qu'il faut bien avoir en tête aussi, ne va pas disparaître le jour où on va remettre les pieds dans l'université ou au bureau, etc. Au contraire, c'est des éléments qui vont être présents et toutes les études qui ont pu être faites sur le SRAS ou le H1N1 nous montrent bien, en effet, que les effets délétères de latence peuvent se faire sentir jusqu'à 2 ans, 3 ans, voire 4 ans plus tard. Plusieurs sous-indicateurs sont affectés, bien sûr, tout ce qui est la dépression et l'anxiété, la productivité et l'isolement aussi. Et on va voir en effet que la reconnaissance est un levier qui permet d'agir sur ces différentes dimensions-là. Et que pour agir sur ces dimensions-là, une des dimensions qui est importante dans la reconnaissance, c'est bien sûr la relation qu'il peut y avoir entre le gestionnaire et l'employé.
bien qu'on terminera avec ça, on verra que la reconnaissance ne doit pas venir que juste des gestionnaires et même que les attentes sont en train de se transformer un peu à ce niveau-là. Mais dans le contexte où nous sommes, bien évidemment, l'organisation et le gestionnaire ont un rôle important. Et Morneau-Scheppel montre même une autre donnée qui est assez intéressante où il montre que quand la relation avec le gestionnaire s'est détérioré, ben, il y a une baisse encore plus importante de l'indice de santé mentale à ce moment-là. Donc, en effet, une situation où on voit bien que lorsque la relation avec le gestionnaire s'est améliorée, ben, on est dans la moyenne de la baisse canadienne, hein, de manière générale. Mais lorsque la relation est plus difficile, et on verra qu'en effet, gérer en télétravail, ce n'est pas toujours évident, ben, l'impact est encore plus fort sur la santé des individus. Hein. Gallup a sorti un livre l'année dernière en disant « It's the manager ». Donc, on voit bien en effet que le gestionnaire a un rôle important à jouer là-dessus. Les individus ne sont pas uniquement, entre guillemets, victimes de cette situation-là. Il y a de plus en plus de travaux qui ont été faits autour de ce qu'on appelle la croissance post-traumatique, c'est-à-dire à savoir que quand on vit des événements, vous connaissez le stress post-traumatique très certainement, mais on parle aussi maintenant de plus en plus de croissance post-traumatique, à savoir que quand il y a des événements difficiles qui arrivent dans la vie, ben, c'est peut-être l'occasion de rejouer un peu ces valeurs, de redistribuer autrement ces valeurs, de rééquilibrer un peu certains éléments. Et dans une étude qu'on a faite chez Empreinte Humaine, qui est très, très récente, hein, ça date du mois de mars dernier, 80% des salariés nous disent qu'ils veulent avoir une bonne santé mentale, puis une bonne santé mentale au travail, que c'est un élément important, beaucoup plus important qu'autrefois. Et non seulement ils veulent avoir une bonne santé mentale, mais 65%, presque les 2 tiers nous disent ben, il n'est plus question pour moi de travailler dans un environnement qui est négatif en tant que tel et qui peut altérer ma santé. Donc, il y a des attentes très, très fortes sur toute cette question de la santé organisationnelle au sens très, très large qui vont se rejouer. Et on le voit dès maintenant. Ce matin, j'étais avec une autre organisation où on voit bien que les employés, les salariés expriment assez clairement leurs attentes sur le retour au bureau et sur, entre autres, je prends juste cet exemple-là, la proportion de télétravail qui doit être présent dans la vie de tous les jours, ce qui n'était même pas un sujet de discussion l'année dernière. Hein, en 2019, c'était à peu près pas un sujet de discussion, très peu en tout cas, et ça le devient de manière très majoritaire à l'heure actuelle en tant que telle. Alors oui, il y a cette réalité-là, mais en même temps, on a quand même un manager, un gestionnaire sur 2 qui nous dit, ben c'est pas évident de gérer en télétravail. Hein. Entre autres, où il va falloir qu'on fasse un passage. Hein. On était très habitués dans le monde avant la pandémie de contrôler la performance, alors que maintenant, il faut gérer la performance, y intégrer d'autres dimensions et on sait que c'est pas facile. C'est pas facile pour les gestionnaires. Ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, mais je pense que vous en avez traité dans le colloque sur la santé organisationnelle. La santé des gestionnaires est fortement altérée dans le contexte où on est. Le sentiment de surcharge est présent pour tout le monde, mais encore plus pour les gestionnaires. C'est une dimension importante aussi. Et ils nous disent en effet qu'il manque de temps pour gérer les moments informels à cause de cette surcharge de travail qui est créée à l'heure actuelle, hein, où on a des réunions qui sont back-to-back et de manière importante. Donc, il y a des attentes qui sont en transformation. Les valeurs changent, bien évidemment. Et on peut dire qu'on a une sorte de dichotomie hein, où on est passé dans un modèle où c'était ce que j'appelle my job, hein, ma paye, ma satisfaction, mon entretien annuel, c'est quoi les faiblesses sur lesquelles je dois travailler, puis mon travail. Et de plus en plus, ce qu'on voit apparaître, c'est que les gens parlent de la mission, de la possibilité de se développer, d'avoir plutôt une relation entre guillemets, égalitaire avec son supérieur immédiat, d'être dans le dialogue, hein, pas simplement donc de se parler une fois par année, mais de parler régulièrement, de miser sur mes forces, hein, développer le talent est un élément important. Et alors qu'avant, on était dans un modèle où c'était my job, maintenant on est dans un modèle où c'est my life. Hein, et les attentes par rapport au travail, vous le savez, sont en transformation importante.
Pour faire face à toute cette situation que je vous ai présentée, à savoir que l'état psychologique des Canadiens et Canadiennes est altéré, que gérer, ce n'est pas toujours évident, que les valeurs des gens ont changé, que les attentes des gens ont changé, il va falloir dans les organisations qu'on change un peu notre posture et qu'on puisse travailler sur 2 dimensions. Il y a une première dimension qui est ce que j'appelle, moi, l'intelligence analytique, le contexte opérationnel. Et ça, on sait assez bien le faire dans les entreprises. Tout ce qui pouvait être directives, normes, procédures, ces éléments-là, c'est bien connu. Mais plus que jamais, il va falloir aussi intégrer la notion d'intelligence émotionnelle, qui n'est pas une notion nouvelle, qui existe depuis une bonne vingtaine d'années, voire si ce n'est pas plus, puis de tenir compte du contexte relationnel. Alors, il va falloir encore plus qu'avant de pouvoir gérer ces 2 dimensions-là. Je ne sais pas vous, mais moi, à peu près tous les contacts que j'ai avec les gestionnaires à l'heure actuelle, leur grande difficulté n'est pas de gérer le contexte opérationnel, c'est vraiment de gérer la dimension relationnelle, la dimension humaine. C'est là-dessus que sont les enjeux, c'est là-dessus que sont leurs besoins, c'est là-dessus que sont les questions qu'ils posent. C'est vraiment sur cette dimension-là qui est bien sûr plus importante. Alors, on va voir qu'à travers ça, si on veut agir sur ce contexte émotionnel et relationnel, la reconnaissance est en effet quelque chose d'important sur lequel on peut agir. On peut se dire, bon, OK, allons-y, puis on doit savoir en effet comment reconnaître les gens. Et France en parlait un tout petit peu. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on parle de reconnaissance au travail. Et pourtant, dans beaucoup d'entreprises encore, on entend le fait que les gens ne semblent pas satisfaits sur ce qui se fait en matière de reconnaissance au travail. Alors, la première chose, si on veut satisfaire ses employés en matière de reconnaissance, c'est probablement de savoir ce qu'ils veulent avoir comme forme de reconnaissance. Et donc, dans une enquête, on leur a posé cette question-là aux employés en leur disant, est-ce que votre patron sait ce qui vous motive en bout de ligne et sait comment vous voulez être reconnu? Regardez les résultats. 43 des gens nous disent, non, mon gestionnaire ne sait pas ce qui me motive au travail. Quand même une proportion assez importante. Et en effet, c'est probablement rare pour vous-même, quand vous avez été embauché ou quand vous avez embauché des gens, que vous avez posé la question, qu'est-ce qui te motive au travail? Quels sont tes leviers? Comment je pourrais te reconnaître au travail? Ce n'est certainement pas des questions qu'on a l'habitude de poser aux gens. Donc, c'est probablement un des éléments qui peut expliquer en effet pourquoi il y a ce décalage-là où on sent qu'il se fait des choses en matière de reconnaissance et pourtant les gens sont plus ou moins satisfaits ou ont encore des attentes en matière de reconnaissance au travail. On peut se dire 2 choses. On peut se dire que c'est des enfants gâtés et qui ne sont jamais contents, ou on peut se dire aussi, peut-être qu'on ne fait pas nécessairement les bonnes choses et qu'il faudrait faire autrement. Quand on intervient sur la reconnaissance, une des premières choses qu'on va faire, c'est faire un sondage auprès de l'ensemble des employés en leur disant, quel est l'état des lieux en matière de reconnaissance aujourd'hui, puis comment vous désirez être reconnu? Question simple, dans le mot reconnaissance, il y a le mot connaître, donc connaître les gens. Je vais vous présenter les résultats d'une étude qu'on a faite dans une entreprise du secteur municipal et on leur a demandé donc comment vous aimeriez être reconnu et regardez, ce que vous voyez ici, la petite pastille en rose ou rouge, c'est la situation existante et ce qui est souhaité, c'est dans la pastille en vert ici. La première forme de reconnaissance qui est attendue, c'est l'accessibilité à des outils de travail appropriés. 93 des gens nous disent, si tu veux me reconnaître, donne-moi ce qu'il faut pour faire mon travail. Donne-moi les outils, donne-moi les logiciels, donne-moi la disponibilité aussi pour travailler en équipe, me former ou bien avoir le temps de planifier mon activité. C'est tout ce qui ressortait dans les verbatims. Outil de travail ici est au sens très, très large. Ce n'est pas outil au sens d'un marteau et d'une scie, mais tous les outils de travail. C'est la première attente des gens. La deuxième attente qui est là aussi très importante et qui présente l'écart le plus grand, c'est la consultation dans la prise de décision. De plus en plus, on le sait, on est dans un monde où il faut demander l'avis aux gens. Ça a été un enjeu au cours de la dernière année parce que, bien évidemment, on a été beaucoup plus top-down dans la prise de décision. Mais c'est là aussi une attente très, très forte, puis je reviendrai là-dessus dans quelques instants sur cette dimension de participation aux décisions. Et le troisième élément, c'est les commentaires sur le travail réalisé, c'est-à-dire donc la visibilité qu'on peut avoir sur le travail des personnes. Vous voyez ici que dans ces, je ne passerai pas tout le tableau en revue, mais vous voyez que dans ces 3 premiers éléments ici, puis j'y reviendrai dans quelques minutes,
on est sur une notion de reconnaissance dans laquelle on ne voit pas tout nécessairement, sauf peut-être sur ce dernier point-là, mais qu'on ne voit pas les éléments autour de ce que j'appelle, moi, la reconnaissance gratitude, hein, qui est les bravos, les félicitations, les merci. On va voir que dans le contexte actuel, les gens en veulent un peu plus. Non seulement ils en veulent plus, mais ils veulent aussi que les entreprises changent leur manière de reconnaître les gens au travail et de reconnaître les équipes. Et je reviendrai sur la dimension équipe aussi dans quelques instants à ce moment-là. Pourquoi je vous dis ça? C'est que quand on va un peu plus loin sur les résultats, ils nous disent bien, tout ce qui est tableau d'honneur, les plaques, les certificats, ce qu'on voit dans toutes les entreprises, hein, la fameuse employé du mois, là, bien, c'est ce qu'on veut le moins en bout de ligne. C'est ce qu'on veut de moins. Et dans le contexte où nous sommes, c'est ce que les entreprises font le plus en tant que tel. Donc, de là vient un peu ce décalage-là, hein, bien évidemment, entre ce qu'on offre en matière de reconnaissance et ce que les gens désirent. On voit bien que ce qu'ils désirent, c'est beaucoup plus une implication finalement dans la vie de l'entreprise. S'assurer aussi de pouvoir bien faire leur travail sont des dimensions importantes. Donc, déjà, ça nous permet de nous convaincre qu'il faut agir sur la reconnaissance. Et je passe rapidement sur d'autres études qui ont montré, en effet, comment la reconnaissance permet d'agir fortement sur l'engagement, sur la relation avec le gestionnaire, sur le caractère proactif. Puis vous voyez qu'on passe presque du simple au double, hein, en termes d'effet sur la reconnaissance lorsqu'on dit que lorsque les gens se disent fortement reconnus au travail. Kaufman a eu l'intelligence de poser la question, quand vous dites fortement reconnu, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est 3, 4 fois, 5 fois par semaine ou c'est à quelle fréquence? Les gens qui se disaient fortement reconnus, mais c'était reconnu 1 fois ou 2 par trimestre. Donc, ce n'est pas non plus de faire de la reconnaissance là, à tout vent et dans tout contexte. Au contraire aussi, il faut qu'elle demeure authentique. Mais on voit que c'est un levier. Puis aujourd'hui, quand on veut travailler sur l'engagement, quand on veut travailler sur l'innovation, quand on veut s'assurer que les employés prennent le devant sur des situations, on peut penser à des job descriptions, hein, des descriptions d'emploi, on peut penser à toutes sortes de choses, mais on peut aussi penser à la reconnaissance, qui est bien sûr un levier important à ce moment-là. France en a parlé, je travaille depuis longtemps sur la reconnaissance, j'ai même écrit un bouquin sur la reconnaissance au travail. De plus en plus, et entre autres à partir de ces résultats-là, je ne parle plus juste de reconnaissance, mais je parle maintenant de considération aussi. Ce qu'on constate, c'est que les gens veulent plus simplement, comme je vous disais, des merci, des bravos, des félicitations, mais ils veulent avoir de la considération. Ils veulent être consultés. Ils veulent qu'il y ait une plus grande proximité avec leur gestionnaire, mais aussi avec la direction. Sentir qu'il n'y a pas ce décalage-là. Hein. Puis là, on l'a beaucoup vu dans les mois derniers où les gens rament, hein, pour maintenir à flot tout le travail qu'ils ont à réaliser. Et ils ont l'impression que les directions d'entreprise ou d'université continuent à prendre des décisions sans tenir compte du contexte. Hein. Et donc, il n'y a pas cette proximité-là en tant que telle. L'écoute, qui est bien sûr une dimension importante, mais l'action, hein, on dit beaucoup, vous connaissez ce fameux terme écoute active. J'aime bien dire que dans écoute active, il y a le mot écoute, mais il y a le mot action aussi. Il faut que ça bouge par la suite, bien évidemment. Montrer l'utilité du travail des gens, puis donner du soutien. Donc, cette notion de considération, elle est de plus en plus importante. Il y a de plus en plus de travaux autour, surtout sur des notions commerciales, où on parle maintenant d'économie de la considération, hein, en tant que telle. Si vous googlez ça, vous allez voir, le Club Med a fait un livre blanc sur l'économie de la considération, plus sur la relation clientèle, mais où on a vu qu'on est passé à travers différentes périodes, hein, et qu'on prédit en effet que dans les 5 prochaines années, c'est vraiment la dimension considération, c'est-à-dire prendre en compte le système de valeur des personnes. Et si je fais référence à ce que les employés nous ont dit dans un sondage, leur valeur, c'est d'avoir des bons outils de travail, c'est d'être consultés et c'est que leur travail soit visible. Ça fait partie de leur valeur, ça. Si vous leur dites, on ne fera pas ça, mais on va vous donner une belle plaque 1 fois par année ou afficher votre photo dans le bureau ou dans un restaurant, ce n'est pas suffisant à ce moment-là. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. On le voit au niveau économique. L'économie de la considération a été beaucoup développée dans le secteur du tourisme, de l'hôtellerie, etc. Mais à mon avis, ça s'applique dans plein d'autres domaines et c'est un volet qui a été développé de manière assez importante en sciences économiques aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la considération? C'est créer de la valeur, hein, autrement dit, c'est un élément important, puis c'est rééquilibrer les rapports au travail, essentiellement.
être à l'écoute des besoins des personnes, des contraintes, des difficultés qu'ils peuvent avoir aussi, être à l'écoute de leurs propositions, respecter ses engagements, faire participer les gens, les consulter, etc. Voilà, la consultation, on le voit dans le secteur hospitalier. Je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre de ça. Vous avez certainement entendu parler depuis quelques années, mais encore plus intensivement, je dirais, dans les 2 dernières années, de la notion de patient expert, hein, de gens qui participent. Moi, je fais partie du réseau québécois de recherche sur la COVID et la pandémie au niveau santé psychologique, puis on a des patients experts qui sont là. Donc, je pense qu'on pourrait aussi avoir des travailleurs experts. C'est très certainement une dimension importante. Et bien sûr, apporter une réponse rapide aux questions ou aux demandes des employés est un élément essentiel. Donc, on voit sur ce point 4-là ici que la considération en bout de ligne, c'est du bon management, tout simplement, hein, qu'il faut pouvoir mettre en place. Et puis, ben, vous irez voir les travaux de France Saint-Hilaire qui a fait sa thèse là-dessus et qui parle beaucoup de ça et qu'en bout de ligne, les deux éléments se recroisent hein, aujourd'hui, où on a peut-être trop parlé de reconnaissance comme étant de la gratitude, puis finalement, on voit ben, qu'en bout de ligne, c'est du bon management. Et France, à travers ses travaux, en parle bien sûr très, très bien aussi de ces éléments-là. Ce qui fait que ce n'est pas facile. Donc, la reconnaissance, ce n'est pas simplement de dire aux gens, il faut que tu apprennes à dire merci. Là. Il faut que tu apprennes à changer ton type de management. Et donc, c'est beaucoup plus engageant pour la personne, bien évidemment, à ce moment-là. Comment on traduit ça? Bien, à travers 4 formes de reconnaissance. Peut-être que vous connaissez ce modèle-là qu'on a fait il y a maintenant une bonne quinzaine d'années, mais qui tient encore la route. J'étais tout à l'heure avec une compagnie d'assurance qui disait on a fait un programme de reconnaissance autour de vos 4 formes de reconnaissance. Donc, on voit que ça tient encore la route. Puis, on va les explorer, puis entre autres sous l'angle gratitude, considération, et non pas sous l'angle gratitude. Là. Merci, bravo, s'il vous plaît. Mais quand je vous dis qu'il faut plutôt aller vers la considération, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement en tant que tel? Plusieurs éléments, hein, je ne passerai pas à travers tous ces éléments-là, mais plusieurs sont importants. Hein. Valoriser les forces de l'équipe, être capable de reconnaître les compétences, les talents dans l'équipe et surtout dans le contexte où nous sommes. On a fait plusieurs mappings de compétences dans les équipes qui permet encore une fois, et je pense que dans le contexte où on est, il va falloir non seulement, je vous disais, passer de la gratitude à la considération, mais il va falloir mettre un peu de côté la reconnaissance individuelle et aller plutôt vers de la reconnaissance collective, surtout dans le contexte où on est. On sait que depuis la dernière année et demie, il y a eu une augmentation assez considérable de l'individualisation. Hein, de par l'isolement, les gens pensent plus à eux. La vie, c'est plus conjugué à la première personne du singulier qu'à la première personne du pluriel. C'est tout à fait normal. Mais il va falloir qu'on aille un petit peu à contre-courant sur cette montée de l'individualisation qu'on peut avoir vécue. Et entre autres, ce que je suggérais dernièrement à une entreprise, c'est de dire, bien, arrêtez vos programmes de reconnaissance où vous mettez une personne sur un piédestal. Et si vous avez 15 personnes qui ont posé leur candidature ou 15 équipes qui ont posé candidature sur un programme, puis que vous avez 5 nominés, ben, nommez les 5 nominés. Essayez pas d'en nommer un sur les 5, mais nommez les 5. Donnez une vision plus collective, finalement, à la reconnaissance. Je pense que ça va être très important dans l'année qui s'en vient, un élément, bien sûr, essentiel aussi. Le respect des besoins des employés, donc ce n'est pas des merci, ce n'est pas des bravos, ce n'est pas ça, c'est de la considération. Considérer en effet que si j'ai besoin d'équipement, si j'ai besoin de compétences, si j'ai besoin de flexibilité dans mon horaire de travail, tout ça sont bien sûr des formes de reconnaissance à mettre en œuvre. Des rencontres sociales, des occasions de convivialité. Alors là, bon, je pense que tout le monde est tanné des apéros Teams, là, on en est revenu de ça, là. Mais ça va être important de recréer à partir de l'automne. Hein, normalement, on va vivre un certain retour au bureau. On verra à quel rythme et à quelle ampleur. Mais ça va être important de recréer des rituels collectifs. Je pense qu'on les a énormément perdus, ces rituels collectifs. Il va falloir reprendre ces éléments-là. Avant, un gestionnaire, quand il prenait une équipe, il se posait rarement la question, est-ce que le collectif existe? Hein? Est-ce qu'il est soudé? Est-ce que l'équipe est soudée? Il pouvait y avoir des équipes en situation dégradée, là, mais ce n'était pas une grosse préoccupation d'un gestionnaire à ce moment-là. Ça va le devenir certainement de manière beaucoup plus importante sur 2021-2022 parce qu'il va falloir recréer les choses.
L'autonomie, bien évidemment. La latitude décisionnelle, hein, j'aime bien cette définition de la santé qui dit que la santé, ce n'est pas juste un équilibre entre la vie physique, mentale, sociale, économique et tout ça, c'est la marge de manœuvre que j'ai, hein, le pouvoir que j'ai sur ma santé. C'est ça qui détermine la santé, en effet. C'est le pouvoir qu'on a dessus, beaucoup plus que simplement une question d'équilibre entre ces différentes dimensions-là. Il va falloir toujours qu'on fasse la reconnaissance des résultats. Je pense que ça va être un élément qui va être de plus en plus présent. Et là, on est beaucoup plus sous une forme autour de la gratitude, bien que ça peut être aussi des formes de considération plus claires. Hein. Entre autres, l'être personnalisé de la part d'un superviseur est un élément important. Une entreprise dans la région de Sherbrooke me disait que justement, le directeur avait pris le temps d'adresser une lettre personnalisée à chacun des membres de son organisation et il m'avait dit, j'ai pris plusieurs demi-journées pour écrire à la main une lettre pour chacune de ces personnes-là, pour les remercier de ce qu'ils ont fait au cours de la dernière année et ça avait eu un impact très, très important. Donc, on est plus que simplement sous une forme de reconnaissance, bravo, merci. Hein. On est vraiment sous une forme de considération qui est beaucoup plus grande et à prendre en considération là aussi, très certainement. Il y a la reconnaissance de la pratique de travail. Qu'est-ce que c'est? C'est reconnaître la qualité du travail qui est réalisé. Entre autres, l'expertise des mentors. Encore une fois, ce n'est pas juste des merci et des bravos, c'est considérer que des gens ont plus de compétences que d'autres. Ils peuvent pas par privilège, mais tout simplement parce qu'ils ont peut-être plus d'ancienneté dans l'organisation. Contribuer à maintenir ces éléments-là, à les partager aussi. On parle beaucoup de l'accueil des nouveaux employés. Il faudrait qu'on parle aussi ce qu'on appelle en anglais le off-boarding, quand les gens vont quitter l'entreprise, comment on peut s'assurer d'avoir un bon recouvrement pour garder les compétences et les valoriser aussi, hein, bien évidemment, à ce moment-là, c'est un élément important. Assigner des personnes à des tâches délicates, hein, là aussi, donc c'est une forme de considération lorsqu'il y a des dossiers qui sont un peu plus touchy, bien, de les donner à certaines personnes ou à certaines équipes en reconnaissance justement de leurs compétences, ce sont des éléments qui peuvent là aussi être mis en œuvre. Donc, je veux juste partager un ensemble d'éléments avec vous pour vous montrer que de la considération, on en fait, mais il y a moyen d'en faire encore plus aussi. Et le dernier élément que je vais aborder avec vous, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance des efforts. C'est la reconnaissance ici, on est sur ce que j'appelle la qualité du travail, hein, le fait de bien faire son équipe aussi, bien faire son travail aussi qui peut être un élément important. La reconnaissance de la valeur du travail accompli ou des idées qui ont été proposées, hein, de prendre le temps, en effet, de reconnaître le travail réalisé, reconnaître aussi des idées qui ont été proposées puis qui n'ont peut-être pas été retenues hein, en tant que telles, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des mauvaises idées ou des mauvais projets hein, en tant que tels, loin de là. Moi, je dis souvent dans le monde universitaire que trop souvent, on reconnaît juste ceux qui ont obtenu leur subvention de recherche et ceux qui ne les ont pas obtenus, ben, ce n'est pas parce que leur projet n'était pas bon, c'est juste que des fois, ça cadrait moins bien, ils sont tombés sur un moins bon évaluateur, etc. Puis, il faut donc reconnaître aussi ceux qui n'ont pas nécessairement obtenu leur financement parce que ça va les encourager à progresser. Puis peut-être l'année d'après, ben, finalement, ce financement-là arrivera aussi. L'encouragement lors d'échecs, c'est un peu ce que je viens de vous dire, hein, de pouvoir pas juste se centrer sur la réussite, mais sur les efforts qui sont faits par les personnes. Et ça peut prendre des formes très, très simples. Hein. On voit ici, par exemple, ce qu'on appelle des cartes coup de cœur dans une organisation. C'est un hôtel où ils appellent ça Art to Art, hein, cœur à cœur, une carte comme ça qu'ils ont développée. Et quand on m'a parlé de ça, je me disais, bon, c'est un peu gadget, je ne suis pas sûr que ça marche tellement. Et quand je me promenais dans les bureaux de cet hôtel-là, ben, ils avaient leur paravent, puis un peu partout, je les voyais accrocher ces cartes-là. Les gens les gardaient, les avaient épinglées. Si ce n'était pas utile, si ce n'était pas important pour eux, probablement que les gens les auraient jetés à la poubelle. Alors, ça ne fait pas tout, bien évidemment, mais il ne faut pas oublier que parfois, des petits gestes simples comme ça peuvent, bien sûr, avoir un impact important. Donc, j'ai voulu vous montrer à travers ces 4 formes de reconnaissance que vous connaissez peut-être déjà parce que ça fait longtemps que j'en parle, mais je l'ai tourné un petit peu plus autour de la considération, montrer en effet que ces éléments-là sont relativement, entre guillemets, simple à mettre en œuvre. Hein. Ce n'est pas de la rocket science. On n'a pas besoin de doctorat en management ou en ergonomie pour faire ça. C'est à la portée de tout le monde et c'est des éléments assez simples qui peuvent être mis en œuvre.
Pourtant, malgré tout ça, ben, il existe quand même des obstacles parce que quand on a présenté ça, on demande aussi des fois aux gestionnaires en disant, OK, mais si c'est si simple que ça, ben, pourquoi on le fait pas en tant que tel? En termes d'obstacles, ce que les gens vont souvent nous dire, c'est ben, j'ai peur de ne pas être équitable. Si je donne à Jean-Pierre puis que je ne donne pas à Paul, comment ça va être perçu? D'abord, là-dessus, le premier argument qu'on dit, c'est que quand les gens, je ne vous ai pas présenté tous les détails de nos sondages, mais quand les gens nous parlent de reconnaissance, ce qu'ils veulent, c'est une reconnaissance qui est en face à face, qui est plus dans le monde privé et pas nécessairement dans le monde public. Dans toutes nos études qu'on a faites, il n'y a personne qui nous a dit, ben moi, je n'ai pas été l'employé du mois, puis bien, je n'ai pas été mis sur un piédestal et c'est ce que j'attends pour qu'on reconnaisse ma carrière. Ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, la reconnaissance qu'on fait one-to-one, là, elle est tout aussi efficace que la reconnaissance qu'on peut faire en réunion d'équipe ou public et peut-être qu'elle évite en effet ce sentiment d'inéquité qui peut être présent. Le deuxième argument qui est présenté, c'est le manque de temps, qui, à mon avis, est un faux argument parce que la reconnaissance, c'est pas long. Ça prend quelques minutes reconnaître une personne. C'est pas une demi-heure, c'est pas une heure de discussion. Probablement, c'est plus un manque de temps, de disposition mentale d'y penser, de le faire en tant que tel ou qu'on le fait trop tard ou qu'on oublie finalement que de dire j'ai pas le temps de reconnaître. Hein. Je pense qu'on a tous le temps d'appeler une personne pendant 1 ou 2 minutes pour lui parler, 5 minutes, etc. Et que ça, c'est à la portée de tout être humain. Le troisième élément, puis je ne vous passerai pas tout le tableau, mais c'est la méconnaissance d'autrui et du travail. Et là, on est en effet sur l'importance de connaître le travail. Je vous rappelle l'étude qu'on vous a présentée tout à l'heure. En troisième position, ce que les gens disaient, c'est « je veux qu'on connaisse ce que je fais à l'heure actuelle ». Et ça, c'est un vrai défi. On le sait, nos gestionnaires sont débordés. Ils font de la reddition de comptes, des indicateurs, du reporting, des réunions back-to-back qui n'arrêtent pas et ils sont très peu présents sur le terrain. Et ça, c'est vraiment le monde à l'envers. Hein. Quand je fais des interventions à l'heure actuelle, souvent les équipes me disent n'oubliez pas de dire à la direction qu'on veut voir nos gestionnaires, qu'on a besoin d'eux. Il y a maintenant, moi, ça fait longtemps que je suis dans le domaine, mais il y a 20-25 ans, quand je demandais à des employés qu'est-ce que vous pensez de vos patrons ou de votre patron, ils me disaient, ben moins je le vois, mieux je me porte. Hein. Donc, on voit que les attentes ont changé. Et aujourd'hui, les entreprises, entre guillemets, ne savent plus trop comment répondre à ce désir de proximité qui n'est pas toujours évident et on n'a pas le temps de le développer aujourd'hui, mais qui n'est pas juste de la proximité physique, hein, qui peut être une proximité psychologique aussi. Alors voilà des éléments sur le management. France en a parlé. Moi, j'ai commencé ma carrière en santé et sécurité au travail, puis je pense que c'est important d'utiliser la reconnaissance aussi dans l'univers de la santé et sécurité au travail, mais on n'a pas tendance à le faire. Dans tous nos dispositifs qu'on a mis en place en matière de santé et sécurité au cours des dernières années, on a été très centré sur l'erreur, sur la violation, sur l'incident, sur l'accident. On a tout un dispositif autour de ça pour faire le suivi de ça. Mais on oublie de penser qu'il y a une grande partie de notre travail, hein, il y a ce que j'appelle moi beaucoup d'heures travaillées sans accident de travail et qui sont tout aussi importants, hein, où il y a une contribution positive à la sécurité. Et ça, c'est vraiment dans l'angle mort, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas la reconnaissance. En matière de santé et sécurité, on est vraiment dans un ancien modèle très orienté sur le contrôle, la surveillance, etc., les directives, les politiques, les normes, et beaucoup moins sur une dimension d'en faire ce que j'appelle une bonne nouvelle et de valoriser ce qui est bien fait. Hein. Je me permets de donner un exemple là-dessus. Une entreprise, une industrie que j'accompagne, le gestionnaire me disait, on a développé un WhatsApp dans lequel on met des photos des ateliers qui ne sont pas bien rangés, de l'équipement qui n'est pas à bonne place. Puis il me montrait son WhatsApp avec toutes les photos. Il y en avait des dizaines et des dizaines. Et là, je lui ai dit, bon, c'est bien ça, mais je dis, vous n'avez pas d'atelier bien rangé, vous n'avez pas de camions qui ont été bien stationnés, etc. Il me dit, oui, oui, on en a. Ah, ben, ça n'a pas l'air parce qu'on ne les voit pas dans vos photos. Et je disais, ben, mettez aussi des éléments qui sont positifs hein, et pas juste y aller par la négative. Donc, en santé et sécurité, on a un bout de chemin encore plus grand à faire qu'en management sur cette dimension-là parce que je pense qu'on utilise mal la reconnaissance au travail, hein, où ce qu'on reconnaît, c'est le nombre d'heures ou de jours sans accident de travail, mais encore une fois, on est sur la dimension problème hein, en tant que tel, alors que certainement, voire 95% du travail se passe sans qu'il y ait d'accident de travail et il y a certainement un élément de reconnaissance. Donc, je voulais faire un petit clin d'œil là-dessus parce que ça me semble une dimension importante qui peut être transposée dans plusieurs éléments aussi.
Alors, on a démarré l'année 2020 un peu de manière particulière. Puis, qu'est-ce qui nous attend un petit peu dans le futur? On a fait une étude pour demander aux gens, comment vous voudriez être reconnu en 2025? C'est quoi vos attentes de reconnaissance? Et là, il y a des résultats parce que je vous ai beaucoup parlé de pratiques de gestion, du rôle gestionnaire, etc. Puis j'ai commencé à vous parler de l'importance du collectif, mais on va voir en effet que la reconnaissance par les pairs va prendre de plus en plus d'importance et que c'est l'attente la plus forte de la part des employés dans les années à venir. C'est une des attentes les plus fortes aussi que la reconnaissance provienne des collègues d'abord et avant tout, du patron, des clients et du patron à la fin. Donc, ça va nous amener à changer un peu notre management là aussi. Et puis, France travaille sur le Healthy Leadership, mais elle travaille aussi sur le Healthy Followership, hein, c'est-à-dire d'avoir des pratiques collaboratives aussi. Et on va voir en effet que c'est une dimension qui, à mon avis, va prendre de plus en plus d'importance, puis entre autres avec les nouvelles générations qui arrivent à l'heure actuelle sur le marché du travail. Le réseautage, les pairs ont beaucoup plus d'importance à leurs yeux que la dimension hiérarchique, hein. Il y a beaucoup plus d'attentes à ce niveau-là en tant que tel. Quelle forme devra prendre cette reconnaissance-là? On va avoir à faire face à cette montée de l'individualisation où tout le monde veut avoir un peu sa place au soleil et être reconnu pour son individualité, hein, en tant que tel, avoir sa minute de gloire. Il va falloir qu'on essaie de la transformer un petit peu plus en reconnaissance collective. Comme je vous dis, en tout cas, pas perdre de vue, à mon avis, la dimension collective à travers ça. Les gens veulent, et si je refaisais ce sondage-là en 2020, qu'on reconnaisse leurs efforts, parce que je pense que les gens ont fait énormément d'efforts au cours de la dernière année. Non seulement chacun des employés, mais tous les membres de votre famille aussi ont fait des efforts pour vous tolérer dans la maison 365 jours par année, en télétravail, en disant de ne pas faire de bruit, de ne pas rentrer dans telle pièce, etc. Donc, il y a eu des efforts importants qui ont été faits par tout le monde. Reconnaître les compétences et bien évidemment aussi reconnaître les résultats. Alors, en terminant… M. Brun. Oui, C'est bon. En terminant, c'est parfait. exactement. J'ai vu le timing. Donc, en terminant, retenez ces éléments-là. Je pense que on a affaire à une main-d'œuvre au cours de la dernière année qui a été impactée par tout ça. Tout le monde a été impacté, mais la main-d'œuvre aussi. La reconnaissance est un levier pour agir là-dessus. Soyons pas dans cette notion d'impuissance apprise, puis de penser qu'on ne peut rien faire, puis que ça va passer. Retenez par contre qu'en termes de reconnaissance, ce n'est pas juste en disant aux gens hey, merci beaucoup pour ce que tu as fait dans la dernière année, là, mais c'est en les impliquant, la dimension participative, leur donner ce qu'il faut pour être capable de réaliser leur travail, vont être les plus belles formes de reconnaissance. Je vous ai donné un ensemble d'exemples sur comment on peut faire les choses. Et puis là, je vous partage un peu sur ce qui nous attend dans les prochaines années, hein. Donc, une reconnaissance beaucoup plus par les pairs. Il va falloir mettre de l'emphase sur cette dimension-là. Et non pas que les résultats ne sont pas importants, loin de là, mais ce n'est pas la première source de motivation que les gens ont au travail. Et donc, il va falloir qu'on agisse sur d'autres leviers en matière de reconnaissance. Voilà, Maxime. Donc, j'espère que je suis rentré dans le temps qui m'était alloué. C'est parfait. Merci beaucoup. Alors, oui, est-ce que vous m'entendez, me voyez? Oui. Merveilleux. Alors, merci beaucoup, Jean-Pierre, pour ta conférence, toujours aussi passionnant. Et merci pour la mise à jour aussi là, de ces nouvelles formes-là de reconnaissance. Alors, je pense que ça nous a tous donné des idées. Et avant peut-être de lancer la période de questions, j'aimerais vous rappeler que vous avez la possibilité soit d'écrire votre question-réponse dans la section questions-réponses ou, vous pouvez écrire votre question dans la section questions-réponses. Ou si vous préférez, vous pouvez prendre le micro et la caméra pour poser votre question, pour faire une intervention orale. Et si vous voulez prendre la parole, merci de vous signaler en levant la main là, grâce à la fonction main levée que vous allez voir apparaître au bas de votre écran. Alors, déjà, j'ai une question pour toi, Jean-Pierre. Penses-tu que la solitude en contexte du travail est un enjeu émergent dans le courant des prochaines années?
C'est-à-dire, on l'a vécu, je pense, l'isolement hein, au cours de la dernière année, et on sait que l'isolement amène l'isolement et que c'est loin d'être la bonne chose, entre autres au niveau de la santé psychologique. On sait que le fait de juste de pouvoir en parler est un élément important. Mais solitude, oui, au sens individualisation, je pense que c'est un point de vigilance qu'on doit avoir. Entre autres, je vois beaucoup d'organisations à l'heure actuelle qui demandent aux gens, par exemple, pour le retour au travail, quelles sont les modalités de télétravail que vous voulez. Et là, ils se trouvent coincés avec du genre, je veux travailler le jour que je veux, aux heures que je veux, puis au lieu que je veux. Moi, je pense que le télétravail qu'on doit instaurer dans les mois qui vont venir doit être un projet collectif et non pas un projet individuel à ce moment-là. Il va falloir être vigilant un peu sur cette montée de l'individualisation qui peut jouer des tours, parce que même si on pense que c'est bon pour nous, bien à la longue, on sait que ça peut présenter ces inconvénients là aussi à ce moment-là. Fait qu'on va falloir faire attention à ça, parce que non, et c'est un peu ambivalent, parce que les gens veulent en effet avoir une vision un petit peu plus, entre guillemets, j'aime pas le terme, mais égoïste, hein, un peu de leur rapport au travail. Puis en même temps, quand on leur demande de qui vous vous ennuyez au travail, bien, ils nomment 5, 6, 7 personnes. Fait qu'on voit bien qu'on est aussi des êtres collectifs, qu'il y a aussi cette dimension-là qui est présente. Mais ça va demander un point de vigilance. Il va falloir qu'on reconstruise des collectifs. On a perdu nos rituels là, depuis 1 an et demi. Là. Tous les rituels d'aller à la machine au café, de manger avec quelqu'un, après manger sa sandwich, d'aller dehors, marcher avec 2 ou 3 collègues. On n'a plus ça. Là. Il va falloir rebâtir ces choses-là et ça ne sera pas nécessairement si simple que ça à reconstruire. C'est faisable. Je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude, mais il va falloir le provoquer. C'est le terme que je cherchais. Oui. Merci. En attendant, peut-être que les questions commencent à entrer. Qu'est-ce que tu suggérerais, Jean-Pierre, quelqu'un qui, par exemple, se dit « Moi, je manque de reconnaissance ». Tu l'as mentionné, c'est une grande proportion des travailleurs qui vont dire souffrir d'un manque de reconnaissance. Qu'est-ce que tu leur suggérerais de faire très concrètement, justement, devant ça, pour pas qu'ils se sentent sans contrôle sur la situation? As-tu des recommandations à faire? Je pense que la première chose à faire, c'est d'abord de pouvoir exprimer, puis quand on accompagne des équipes naturelles, là, on fait un exercice où on leur demande de communiquer avec les autres de comment ils aimeraient être reconnus. Ça, je pense que c'est la première chose à faire. Parce que comme je te disais, tout à l'heure, il y a 40, je ne sais plus combien, 3% des gens qui disent ben mon gestionnaire, il ne sait pas ce qui me motive puis comment je vais être reconnu. Donc, c'est normal de dire que je manque de reconnaissance, mais encore, si je manque de reconnaissance, encore faut-il pouvoir l'identifier, ce manque de reconnaissance. Donc, moi, je ne sais pas, France, mais je connais très peu d'équipes, très peu d'organisations où il y a une conversation sur comment je désire être reconnu, puis c'est quoi la reconnaissance. C'est très, très rare qu'on voit ça en bout de ligne. Et alors que je pense que c'est important de le faire, au même titre qu'on va discuter de c'est quoi les outils de travail, les compétences qu'on a besoin, les membres de l'équipe. Dans un monde universitaire, quand on a des groupes de recherche ou des profs, on va essayer de voir dans quel domaine on va embaucher les gens, on discute de ces choses-là. Mais de la reconnaissance, là, moi, ça m'est très, très rarement arrivé de dire, ben justement, on a eu une discussion d'équipe sur comment on veut être reconnu, puis là, on voudrait avoir votre accompagnement. Là, j'ai jamais vu ça. Donc, je pense que c'est un élément important. Il faut amener ce sujet-là dans l'espace de l'équipe, pouvoir en discuter, amener les gens d'abord identifier leurs besoins, que le gestionnaire soit présent aussi à ce moment-là, puis de voir aussi que tout ne doit pas reposer sur le dos du gestionnaire, que ce n'est pas le seul responsable là-dedans. Puis on l'a vu avec les derniers résultats que je vous ai présentés, où on voit que la reconnaissance par les pairs prend aussi son importance là, à ce moment-là. Donc, il faut dépasser le stade d'être dans la plainte, hein, de dire « je ne suis pas reconnu », comme de dire « je suis surchargé » ou bien « on n'est jamais consulté ». Moi, ce que je invite souvent les équipes et les gens à faire à ce moment-là, c'est objectiver ça. Donnez-moi des exemples. Vous n'êtes pas reconnu? Quand? Comment? Sur quoi? Vous êtes surchargé? Quand? Comment? Sur quoi? À quel moment? Etc. Puis une fois que c'est objectivé, bien là, on peut être en mode résolution de problème et pas juste en mode de se dire qu'on n'est pas reconnu. Oui, l'importance d'exprimer ses besoins aussi là, pour aider le gestionnaire et les équipes, ben oui, en effet. parce qu'on ne peut pas le deviner. On ne peut pas le deviner, en effet. Alors, les questions commencent à rentrer, Jean-Pierre. On a une question de Marie-Luc Carpin. Comment penser la reconnaissance comme considération dans des environnements de travail à haute performance où, par exemple, un lien serait fait entre l'injonction de haute performance et des comportements non éthiques
pro-organisationnel. Paradoxalement, ces environnements correspondent souvent à des organisations qui mettent en avant des modèles d'affaires alternatifs. Là. Par exemple, les startups en technologie, les entreprises hybrides fondées dans une mission sociale ou environnementale. Bonne question. Bonne question, Moi, j'ai fini mon doctorat depuis longtemps. Là. Mais non, c'est une bonne question. Je pense que d'abord, beaucoup de ces entreprises start-up, ce qu'on a vu, c'est vraiment du marketing et des vitrines. On l'a pu le voir là, avec Ubisoft juste cette année, l'année passée, ce qui s'est passé là. Donc, pour voir que ce n'est pas si rose que ça, ces univers-là. Et ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est de montrer que la reconnaissance ou la considération, là, peu importe le terme qu'on utilise aujourd'hui, c'est pas juste le monde des bisounours, là, puis de dire qu'il faut reconnaître les gens parce qu'il faut être gentil. C'est que ça a un impact sur l'économique de l'organisationnel, ça a un impact sur l'innovation. Beaucoup d'entreprises à l'heure actuelle montrent bien que s'il n'y a pas ce qu'on appelle un espace de parole sécuritaire, s'il n'y a pas de reconnaissance, bien, il y a moins d'innovation. Donc, c'est un élément essentiel. Je pense qu'il faut lui donner une couleur un peu business. On n'a pas le choix, là. On est dans le monde du travail. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle il faut le faire, bien évidemment, mais c'est une dimension, je pense, importante. Et je pense qu'on peut être tout autant compétitif et tout autant performant puis en prenant soin des gens. Hein. J'ai un exemple comme ça qui est dans le monde de la restauration, hein, où on sait qu'on a eu des grands restaurants avec 1 ou 2 étoiles, où on avait des tortionnaires qui étaient chefs de ces restaurants-là, et d'autres, 1 ou 2 étoiles, où c'est des gens qui sont dans la bienveillance et qui sont dans l'écoute, dans l'accompagnement, puis sont tout autant étoilés que ceux qui gueulaient après l'ensemble de leur personnel. Ça, je pense que c'est plus un changement de génération, puis d'approche, puis de valeur qu'il faut avoir à ce moment-là. Mais il ne faut pas penser parce qu'on est plus dans la considération qu'on est moins performant. Moi, je pense qu'au contraire, on l'est plus, puis les gens sont plus heureux en plus. Merci pour cette réponse. Alors, j'ai une question de Caroline Biron, que tu connais bien. Que pensez-vous de l'initiative de l'Université Laval qui propose une édition spéciale de la Semaine de la reconnaissance? Ah, je ne savais pas ça, visant à créer un mouvement de reconnaissance à l'échelle de l'université. La question, comment faire pour aller au-delà d'une seule semaine et comment peut-on générer ce changement de culture au niveau institutionnel? Oui. Ben, l'idée d'une semaine de la reconnaissance, c'est mieux que de ne pas en avoir, mais moi, ce que je dirais à l'Université Laval, c'est qu'est-ce qu'on fait des 51 autres semaines là, à ce moment-là. Et donc, s'il y a un programme d'une semaine de reconnaissance, c'est de voir quelles sont les actions qui sont faites par la suite. Et s'il n'y en a pas, ben, c'est comme toutes les semaines. La semaine passée, c'était la semaine des assistantes administratives. Puis cette semaine, c'est la semaine de la santé mentale. Puis pourtant, on le fait d'année en année, puis les choses ne bougent pas. C'est important de marquer le coup. Je pense que c'est une bonne manière de faire, mais il faut aller plus loin. Puis prenons simplement l'exemple. C'est comme si on se disait, bien, on va faire une semaine de la santé et sécurité, puis le reste de l'année, on n'en fera pas. Ben, tout le monde vous dirait, ben non, ça ne marche pas comme ça, il faut en faire tout le temps. C'est un peu la même chose sur la reconnaissance au travail. Et ce que je vous disais aussi, c'est que de plus en plus, ce que les gens nous disent, c'est ben, les semaines, les galas, les prix, reconnaître juste moi, ben, c'est pas nécessairement ça c'est pas nécessairement là que sont mes attentes en tant que telles. Je ne sais pas si l'Université Laval a fait un sondage sur la reconnaissance au travail. Ça serait peut-être pas mauvais qu'il le fasse, Caroline. Merci. La prochaine question, la reconnaissance est-elle, c'est une bonne question, est-elle universelle et comment penser la reconnaissance sous un prisme culturel? Donc, comment intervient la culture dans la reconnaissance, Jean-Pierre, selon toi? Très, très différent, hein? Ça, c'est clair, qu'on soit aux États-Unis, au Japon, au Canada ou en Europe, la reconnaissance n'est pas la même. Hein? Moi, je connais bien la France pour y intervenir depuis de nombreuses années. Les grandes formes de reconnaissance en France, c'est l'argent, c'est la hiérarchie, c'est la rémunération. C'est vraiment ça qui vient de manière spontanée dans la tête des gens. Hein? Le plus bel exemple, c'est qu'ils parlent de reconnaissance et de reconnaissance non financière. Donc, déjà, ça montre dans quel modèle ils sont, hein, bien évidemment, déjà à ce moment-là. Mais retenez ce que je vous ai dit, peu importe où on travaille sur la reconnaissance, une des premières choses qu'on va faire, c'est de demander aux gens, dans tous les programmes de reconnaissance que j'accompagne dans les entreprises à l'heure actuelle, je leur demande, bien, la première chose qu'on va faire, c'est de demander aux gens comment ils veulent être reconnus. Et ça permet justement de tenir compte de ce fameux prisme culturel-là. Hein.
Là, j'ai une compagnie en informatique là, qui veut avoir un programme de reconnaissance, puis on va faire un sondage auprès des gens puis des focus group pour voir comment vous voulez être reconnu. Et je pense que ça permet d'éviter ce prisme-là, puis d'arriver avec mon modèle québécois ou français et de penser que c'est one size fits all et que ça s'applique partout là, à ce moment-là. Merci Jean-Pierre pour ta réponse. J'ai une question d'Isabelle Letourneau. Après la COVID, le télétravail, tu l'as dit, va très probablement continuer. Comment on peut adapter les pratiques de reconnaissance en conséquence, selon toi? Bien, je pense que ça va être d'abord, en effet, il va falloir faire un exercice après la COVID, puis en tout cas au retour au bureau, là, parce qu'après la COVID, on ne sait pas quand ça va être, là, mais tout au moins le retour au bureau. Il va falloir faire un exercice avec les gens pour savoir est-ce que leurs valeurs ont changé? Est-ce que leurs attentes, ou comme tu disais, France, est-ce que leurs besoins ont changé? Et pas prendre pour acquis que c'est la même chose. C'est business as usual. Là. Il y a avant le 12 mars, puis là, on va être rendu en septembre, puis c'est juste la même affaire. Là. Non, ça ne sera pas la même affaire. Rappelez-vous cette notion que j'expliquais de croissance post-traumatique. Là. Les valeurs des gens ont changé. C'est normal. Là. Après 14 mois là, d'un événement qu'on n'aurait jamais pensé avoir vécu dans notre vie, c'est normal qu'il y ait des changements au niveau des valeurs des gens. Il va falloir qu'on puisse, je pense, refaire le point un peu là-dessus, voir quelles sont les attentes des gens, puis pouvoir l'intégrer dans ce qu'on va mettre en place à ce moment-là, tout en ne perdant pas de vue que le monde du travail, c'est quand même un lieu public puis un lieu collectif. D'accord? C'est d'abord ça qui doit primer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas tenir compte des besoins individuels, mais c'est d'abord le collectif et ensuite l'individuel, et non pas l'individu et après le collectif là, dans le monde du travail. Dans la vie privée, c'est autre chose, mais dans le monde du travail, je pense qu'il faut mettre au premier plan la dimension collective. Intéressant. J'ai une question de Maxime. Maintenant, Maxime, tu vas prendre la parole, j'imagine? Oui, je me permets là, cette question-là. J'ai beaucoup aimé votre remarque sur les pratiques de reconnaissance en matière de demande de subvention, puis dans l'université. Mon rôle au sein de la faculté est concentré au vice-décanat à la recherche. Donc, j'accompagne les chercheurs dans leur demande de subvention. Puis, c'est aussi nous qui essayons de mettre en valeur les bons coups. Donc, ça m'interpellait beaucoup, évidemment, là, ce que vous disiez, puis que c'est vrai qu'on ne reconnaît pas les gens qui mettent le temps considérable à faire ces demandes-là et qui sont pas financés. Et j'ai souvent un malaise parce qu'on célèbre, oui, telle personne l'a obtenu. Mais pendant ce temps-là, les autres qui ont fait pourtant le même effort n'ont pas droit à la même considération. Donc, la question que j'ai pour vous, c'est quel est votre diagnostic de l'état des pratiques de reconnaissance dans l'université, dans l'institution universitaire à large? Je me l'autorise parce que vous êtes un peu en position interne-externe de l'université. Donc, moi, je suis un peu critique, mais je manque d'outils puis je manque de perspective. Donc, je me demandais ce que vous en pensez de votre position à vous. Oui, je suis externe, puis l'Université Laval n'est plus mon employeur, donc je peux me permettre d'en parler, mais c'est un peu comme ça partout, je pense, dans le monde universitaire. Mais d'abord, il n'y a encore pas assez d'universités, je pense, qui forment leurs gestionnaires, qui forment leurs professeurs gestionnaires. Ça, c'est un premier élément. C'est important qu'on puisse avoir des parcours de formation pour ceux qui vont du jour au lendemain diriger des équipes de 10, 15, 20, 25, 30, 40 personnes. Donc, ça, c'est certainement pas assez présent. La dimension de l'individualisme est encore plus grande qu'avant, puis je pense on l'a bien vu dans la dernière année, puis pour avoir des échos même un peu de l'Université Laval, où on a des profs qui commencent à dire, ben moi, je suis bien en télétravail, puis garde, pas besoin de retourner à l'université. Il y a quand même une vie collective, ce n'est que pour voir les étudiants aussi, etc. Donc, on voit qu'il y a cette montée de l'individualisation. Puis oui, on a été, comme dans beaucoup, beaucoup de domaines, hein, malheureusement, à reconnaître uniquement ceux qui réussissent et non pas ceux qui ont contribué ou qui ont fait des efforts en tant que tels. Et puis, tu as bien raison, Maxime, c'est bien de reconnaître les projets de recherche qui ont été subventionnés, mais ceux qui n'ont pas été subventionnés ont souvent passé tout autant d'heures sur la préparation de leurs demandes. Puis, mais on est dans un milieu qui est très compétitif. Hein. Moi, j'ai longtemps dit à l'Université Laval, on a la faculté des études supérieures.
arrêter d'appeler ça les études supérieures. Il n'y a pas des études supérieures puis inférieures. Là, il y a des études de deuxième, troisième cycle, mais il n'y a pas des supérieures, inférieures. On est dans un monde très dichotomique là-dessus, très hiérarchique dans le monde universitaire. Il va falloir changer ça. Je pense qu'avec les nouvelles générations, ça va probablement changer un peu. Mais en effet, Maxime, je pense que si pour l'année prochaine, en tout cas, de se dire, ben, il faut aussi qu'on reconnaisse ceux qui n'ont pas été subventionnés, mais qui ont travaillé très fort. Puis des fois, ils ne sont pas subventionnés la première année, mais ils resoumettent, puis ils le sont après. Là. Puis le projet, des fois, il n'y a pas eu des gros changements là, en tant que tel. Ça ne veut pas dire donc qu'il n'est peut-être pas bon quand il n'a pas été subventionné. Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. J'ai une question maintenant de Anne-Marie. Certains gestionnaires se sentent malhabiles à faire de la reconnaissance. Ils ont peur d'être perçus comme étant manipulateurs. Cette perception-là peut aussi être partagée par des employés qui sont un peu cyniques, dont le travail a été peu ou pas reconnu dans le passé. Comment briser ce cycle? Oui, ben ça, c'est un bon point. Donc, ils sont malhabiles dans la reconnaissance, mais ce qu'il faut savoir aussi, que c'est quand ils ne donnent pas de reconnaissance, ben, c'est de la non-reconnaissance qu'ils font. D'accord? Donc, ils sont malhabiles aussi quand ils n'en font pas. Parce que ne pas reconnaître, ce n'est pas neutre. Okay? Ça a un impact, dans le sens que ça a un impact où ça dévalorise les gens, où ça ne motive pas, où on sent justement qu'il y a une inéquité qui est présente là-dessus. Ce qui est important de faire, nous, ce qu'on fait avec les gestionnaires, c'est de les faire travailler sur leurs valeurs. D'ailleurs, là, avec le retour au bureau, ce qu'on fait avec une équipe de gestionnaires, c'est qu'on leur demande d'écrire puis de discuter un peu sur c'est quoi leur valeur de gestion. Qu'est-ce qui a changé dans la dernière année? Et de pouvoir par la suite en discuter avec l'équipe. De dire, ben moi aussi, vous avez changé vos valeurs par rapport au travail. Ben moi, par rapport à mes valeurs de gestion, il y a aussi des choses qui ont été modifiées ou qui ont été, au contraire, plus confirmées, je dirais à ce moment-là, et de pouvoir en rediscuter, là, bien évidemment. Au-delà de l'effet un peu temporaire de la reconnaissance, moi je dis souvent, toutes les formes de reconnaissance que je vous ai présentées, elles sont bonnes. Ce qui fait qu'une est meilleure que l'autre, c'est sa continuité, c'est la régularité et c'est vraiment cet élément-là, là, la pérennisation de ces pratiques-là qui fait son effet à ce moment-là. Donc, accepter de changer, c'est OK, mais encore faut-il pas changer juste pour 2 semaines puis revenir après comme avant là, à ce moment-là. Donc, c'est dans la durée. Donc, on peut en effet améliorer nos pratiques de management, de gestion, puis communiquer ça avec l'équipe, en parler, dire, ben, j'ai assisté à une conférence, une formation, j'ai lu un bouquin, j'ai vu telle affaire, ça m'a fait prendre conscience de quelque chose d'important. Puis oui, reconnaître qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, c'est des sujets qu'il faut un peu dédramatiser, puis se dire que oui, on peut en parler de ces choses-là. Arrêtez d'être gêné de parler des formes de reconnaissance. Ouais. Oui, puis de formes de gestion, puis comme des formes de travail aussi. Ça vient des deux côtés aussi. Oui, tout à fait. J'ai une question ici de Julie. Est-ce que tu as observé, Jean-Pierre, des différences entre les générations? Oui. Alors, je ne sais pas si c'est mon âge qui fait ça, là, mais oui, très certainement. Hein, je pense que d'abord, les nouvelles générations veulent une forme de reconnaissance beaucoup plus sur le court terme. Ça, c'est un élément important. Donc, ils sont peut-être un peu moins patients. Ils ont peut-être raison ou tort, je ne sais pas, mais en tout cas, je vois cette réalité-là très certainement. Puis, il y a aussi, en même temps, moi, je pense que les nouvelles générations sont très loyales, sont investies dans leur travail, etc. Puis, une forme de reconnaissance qui est très attendue chez les nouvelles générations, c'est la possibilité de se développer, de pouvoir grandir dans l'organisation. C'est pour ça que je vous parle plus de considération que juste des merci. Parce que moi, j'en ai vu plusieurs jeunes employés qui disent, moi, les merci, les bravos, ça va, là, mais moi, ce que je veux, là, c'est grandir, être impliqué, des nouvelles missions, des nouveaux projets, là, amène-en, je veux me développer dans l'organisation. Puis quand ils n'ont pas ce volet-là, ben, ils se démotivent. Puis pourquoi ils se démotivent? Ben, parce qu'ils ne se sentent pas considérés. Donc, ça, c'est une dimension importante. Et comme je l'ai montré aussi dans les dernières slides, la reconnaissance par les pairs va être là aussi beaucoup plus importante. C'est pour ça qu'il va falloir, sur la reconnaissance, pas juste former les gestionnaires, mais former les employés, les équipes sur le rôle qu'ils peuvent jouer. Hein. On le sait, les jeunes carburent à la reconnaissance par les pairs. Hein, quand ils sont sur Facebook et qu'ils mettent une photo, ce n'est pas le like de papa et maman là, qui les excite, c'est les likes des 150 amis qu'ils ont. Là, cette dimension-là est beaucoup plus importante. Donc, nous, on était moins habitués à ça, on était plus dans un rapport hiérarchique. Les nouvelles générations le sont, je pense, en tout cas, beaucoup moins. Ils vont évoluer, bien évidemment, mais je pense qu'il y a un changement à ce niveau-là. Oui.
J'aurais une question pour toi qui fait un lien avec la question qu'on a eue précédemment, qui venait de Anne-Marie et qui demandait comment briser le cycle justement là, des gestionnaires d'être un peu cyniques par rapport au fait qu'on peut vouloir avoir un privilège manipulé quand on fait de la reconnaissance. Ça nous apparaît évident du gestionnaire vers l'employé, mais l'employé qui peut aussi être gêné de faire de la reconnaissance envers son gestionnaire. Comment tu vois ça? Comment tu brises aussi ce cycle-là de gêne ou d'avoir, en France, ils vont dire, je vais paraître comme étant lèche-botte si je fais un compliment ou de la reconnaissance. Qu'est-ce que tu donnerais comme truc pratico-pratique aux employés pour faire de la reconnaissance à leur gestionnaire? Bien, tu as tout à fait raison, hein. Puis je te cite souvent là-dessus, hein, quand tu avais fait tes études avec des triades, là, puis que tu posais la question aux employés, comment vous reconnaissez votre patron, puis qui disait, mais vous m'avez posé la question. Tu disais, non, tout à l'heure, c'était top-down, mais là, c'est bottom-up, là, puis on en discutait, puis tu disais, non seulement ils n'ont rien à dire, mais ils ne comprennent même pas la question, là, fait que, on voit bien qu'il y a du travail à faire déjà là-dessus. Je pense que c'est vraiment un peu le problème de tout ce qu'on a eu comme modalité de gestion des ressources humaines dans les 20 dernières années, où on a eu une approche très clientéliste, à demander aux gens, aux employés, qu'est-ce que vous voulez pour être heureux, puis l'employé se croise les bras, puis attend que le bonheur arrive, là. Puis c'est correct, c'est comme ça qu'on les a gérés. Et là, on voit bien que d'abord, parce que les portées de commandement sont de plus en plus grandes, fait que tu ne peux plus juste avoir un patron. Ton patron, il n'est plus nécessairement à côté de toi, il peut être dans un autre pays, il parle une autre langue. Moi, je travaille avec des compagnies pharmaceutiques là, où j'ai des Américains qui ont des patrons indiens en Inde. Là. Son boss immédiat, il est en Inde là, en tant que tel. Donc, ce n'est pas toujours évident à prendre en considération. Et donc, il va falloir qu'on travaille beaucoup plus sur la reconnaissance horizontale là, ou latérale là, en tant que telle. Cette dimension-là va être plus importante. Puis leur donner un rôle actif aussi. Puis je le vois beaucoup dans le contexte là, du retour au travail, le retour au bureau qu'on prépare. C'est encore une fois de faire attention de ne pas mettre toute la responsabilité sous le dos du gestionnaire. Nos gestionnaires, là, depuis 1 an et demi, ils sont épuisés. Ils sont au bout du rouleau. Puis gravement, entre autres, dans le réseau de la santé, on le sait tous, là, encore plus que dans d'autres réseaux. Donc, si on leur dit encore plus maintenant, bien, en plus de tout ce que vous avez fait maintenant, la cohésion d'équipe, tout, ramener le monde, être à l'écoute, ça va juste dépendre de vous, là, ils n'y arriveront pas. Ils n'y arriveront pas. Il faut qu'on puisse mobiliser les équipes et avoir une approche un peu plus collective de la qualité de vie au travail, je dirais, que juste considérer que c'est une pratique de gestion à mettre en place puis que c'est réglé. Non, ce modèle-là tient moins la route maintenant. Merci. Puis en plus des gestes de reconnaissance envers quelqu'un d'autre, c'est bon pour sa propre santé. Donc, on peut même faire de façon égoïste. Donc, ça met fin à la période de questions, à moins qu'il y ait une dernière question. Il nous resterait quelques minutes. J'en vois pas apparaître, je ne vois pas de main levée. Et pour faire peut-être un lien avec ta conférence, Jean-Pierre, pour les participants, vous pouvez recevoir un petit colis surprise si vous ne l'avez pas déjà demandé. Moi, je l'ai reçu, dans lequel vous allez pouvoir justement avoir un geste de reconnaissance dans votre organisation. Donc, il nous en reste amplement. N'hésitez pas à écrire à Maxime, à l'organisateur de la grande conférence, pour recevoir votre colis surprise. Il est très joli en plus. Donc, maintenant, notre activité touche à sa fin. J'aimerais vous remercier pour votre participation, vos questions. Bien sûr, je te remercie, Jean-Pierre, d'avoir accepté notre invitation pour ta présentation stimulante. C'est toujours très concret. On ressort avec des idées et des actions à mettre en pratique très, très rapidement. Donc, merci. Moi, en tout cas, je vais me mettre en action là, dans les 24 prochaines heures. Je sais exactement ce que je vais faire. Et je remercie également les organisateurs et les organisatrices des colloques en gestion responsable pour leur précieuse collaboration au cours des derniers mois. Il y a beaucoup de travail, je sais tout le travail qu'il y a derrière ça, surtout de le faire en mode virtuel et avec toutes les incertitudes du présentiel virtuel. Vraiment, chapeau à tout le monde. Et surtout, bien, on remercie la Fondation de la famille Lemaire pour son appui exceptionnel à la réalisation de ces grandes conférences. Alors, bien, je vous remercie, puis je vous souhaite de donner beaucoup de reconnaissance, d'en recevoir peut-être dans la prochaine semaine, au-delà de la prochaine semaine. Et bien, merci d'avoir été présent ce midi avec nous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci tout le monde. Au revoir. Merci. Merci beaucoup, France. Merci.